cette affaire dramatique commence en 1995. Les corps de deux jeunes amoureux sont retrouvés sur la côte de la plage de Juliette, en Géorgie. Il faudra près de 2 ans aux autorités pour identifier et arrêter le criminel. La dernière déclaration judiciaire dans cette affaire n'aura lieu que 18 ans après les faits. Juliette est une localité non incorporée du comté de Monroe, en Géorgie, principalement connue pour son caractère paisible. Quelques jours seulement après le Nouvel An 1995, alors que l'atmosphère était encore aux vacances, un événement tragique allait secouer la région. Le 3 janvier, un homme contacte la police pour signaler avoir découvert 2 corps sans vie alors qu'il se promenait près de la plage. Le shérif local, habitué à une activité sans grand incident, se rend sur les lieux accompagné de son adjoint. Le calme habituel de Juliette est trahi par l'horreur de la scène. Un véhicule Honda blanc est garé sur la plage. À l'intérieur, le corps sans vie d'un homme est installé sur le siège conducteur. Non loin de là, une jeune femme est retrouvée gisant sur le sol. Aucun doute pour les agents sur place, les 2 victimes ont été abattues par arme à feu. À l'intérieur de la voiture, plusieurs effets personnels permettent l'identification du conducteur, Grant Hendrickson, 22 ans. La deuxième victime est Michelle Cartagena, âgée de 19 ans. Les forces de l'État sont immédiatement alertées, et les experts en criminalistique dépêchés sur les lieux. Un détail attire rapidement leur attention, la tenue de Michelle était partiellement retirée, son chapeau enlevé. Ce qui soulève la possibilité d'un mobile sexuel. En examinant les impacts de balles, les enquêteurs concluent que les tirs ont été effectués alors que les 2 victimes étaient à l'intérieur du véhicule. Grant a reçu 3 balles, le tuant sur le coup. Michelle, quant à elle, a été atteinte à 2 reprises, mais aurait survécu quelques instants après avoir été extraite du véhicule. La position de son corps, les jambes écartées, laisse penser que l'agresseur aurait pu avoir l'intention de commettre un viol, sans toutefois aller jusqu'au bout. Les experts relèvent la présence d'une substance foncée à l'intérieur de ses cuisses, il s'agissait de salive contenant des résidus de tabac. Un échantillon est envoyé en laboratoire pour analyse ADN. Les techniciens relèvent également 17 douilles de 2 calibres distincts, 13 de calibre .223 et 4 de calibre 9 mm. Ce qui laisse envisager l'usage de 2 armes différentes, voire la présence de 2 tireurs. L'annonce du crime choque profondément les familles des victimes. Grant et Michelle étaient tous 2 enfants uniques. Michelle Cartagena, née le 2 mai 1975 à Monterey, en Californie, était très active au lycée, membre de l'orchestre, joueuse de tennis, capitaine de l'équipe féminine de football, membre de la National Honor Society, et bénévole auprès de la Croix-Rouge ainsi que de refuges pour animaux. Son père la décrit comme une jeune femme brillante, pleine de vie, motivée par l'envie d'aider les autres, poursuivant une carrière dans le domaine médical. Grant Hendrickson, né le 20 septembre 1972 à Macon, en Géorgie, était lui aussi engagé dans la vie communautaire, il aimait la pêche, le camping, le golf, et faisait du bénévolat au Musée des Arts et des Sciences de Macon depuis ses 15 ans. Leur entourage décrivait le couple comme très actif, amoureux et uni. Les habitants de Monroe sont profondément troublés par l'idée qu'un individu capable d'un tel acte puisse encore être en liberté. Tous 2 étudiaient à l'université Mercer. Grant en 5e année, Michelle en 2e. Leur relation durait depuis un peu plus d'1 an, et ils envisageaient déjà de se marier. Les enquêteurs doivent alors déterminer qui a mis fin à leur projet. Aucun proche ne pouvant citer d'ennemis ou de conflits, les policiers se rendent à l'université Mercer pour interroger amis et camarades de classe. Rien de suspect n'émerge de ces entretiens, ni conflit, ni comportement anormal. Une hypothèse est formulée, un homme aurait pu être conduit par Michelle et aurait agi par jalousie. Mais cette piste est rapidement écartée faute de preuves. L'université ne fournit aucun élément concret permettant d'orienter l'enquête. En retraçant les dernières heures des victimes, les policiers établissent que le 2 janvier, le couple a déjeuné dans un restaurant avant d'aller au cinéma. Ensuite, ils se sont rendus à une aire de pique-nique près de la plage de Juliette. Ce site, en libre accès et ouvert 24h24, dispose d'une rampe de mise à l'eau, d'un petit quai, de tables et d'un parking, mais ne dispose ni de sécurité ni de surveillance. Ce soir-là, d'autres personnes étaient présentes sur les lieux. Certaines ont affirmé avoir entendu des bruits de détonation, mais sans y accorder d'importance. Un témoin dit avoir vu un véhicule Honda CRX des années 1980 quitter les lieux à vive allure. L'échantillon de salive prélevé sur le corps de Michelle permet d'obtenir un profil ADN. Cependant, en 1995,
les bases de données nationales ADN sont encore balbutiantes. Le système national CODI du FBI n'a été créé qu'en 1994, et les connexions entre les échantillons collectés et les individus connus sont encore très limitées. Aucune correspondance n'est trouvée. Les établissements visités par les victimes avant leur mort, le restaurant et le cinéma, ne révèlent aucun incident notable. Aucune altercation, aucune interaction suspecte. L'hypothèse d'une rencontre fortuite avec leur meurtrier après ces sorties est envisagée. Les détectives éliminent également les pistes liées aux fréquentations, les deux jeunes n'étaient pas impliqués dans des milieux à risque, n'avaient pas de dettes, ni de conflits connus. Le fait que leurs effets personnels aient été laissés intacts dans le véhicule renforce l'idée que le mobile n'était ni le vol ni la haine. Les analyses balistiques révèlent que les armes utilisées sont probablement un fusil semi-automatique de type AR-15 et un pistolet Ruger 9 mm. Plus d'une centaine de personnes sont interrogées et plusieurs dizaines de suspects fournissent volontairement des échantillons ADN. Aucun résultat concluant n'émerge. L'enquête piétine. En février 1996, l'agent Randy Upton, du bureau d'enquête de Géorgie, GBI, reprend le dossier. Plutôt que de poursuivre uniquement la recherche du tueur, il choisit de concentrer ses efforts sur la traque de l'arme utilisée lors de l'attaque contre Grant et Michel. L'agent Upton se rendit dans la plus grande boutique d'armes de Macon et demanda la liste des personnes ayant acheté un fusil AR-15 entre 1985 et 1995. Cette requête permit d'établir une liste de 108 noms. Il entreprit alors d'appeler chacune de ces personnes, expliquant qu'elles pourraient aider à l'enquête en autorisant un examen de leur arme et en fournissant un échantillon d'ADN pour analyse. La majorité des personnes contactées acceptèrent de coopérer. Au fil des examens et des analyses, la liste des suspects potentiels se réduisit considérablement. Le 27 novembre 1996, Upton contacta Andrew Allen Cook, un homme de 22 ans, également présent sur la liste. Lors de l'appel, l'agent expliqua à Andrew la raison de son enquête et lui demanda la permission d'examiner son arme. Cook affirma qu'il ne le pouvait pas, car il l'avait vendue en avril 1994, soit 8 mois avant les meurtres de Grant et Michel. Cependant, selon les données de la boutique d'armes, Cook n'avait acquis le fusil qu'en août 1994, rendant donc sa déclaration impossible. Upton comprit aussitôt que son interlocuteur mentait. Il demanda ensuite à Cook de fournir un échantillon d'ADN, mais celui-ci répondit qu'il devait d'abord en discuter avec son père, un agent du FBI. Il mit fin à l'appel peu après. Upton en conclut qu'Andrew Cook pourrait bien être la personne recherchée depuis tout ce temps. Il fut révélé que 5 mois après les décès de Grant et Michel, en mai 1995, Cook avait vendu son fusil dans l'une des boutiques locales. Les autorités découvrirent également qu'en décembre 1993, l'un de ses amis avait acheté pour lui un pistolet Ruger, Cook étant alors trop jeune pour l'acquérir lui-même. Il revendit ce pistolet à un autre ami en juillet 1995, peu après l'avoir obtenu. En résumé, dans les 6 mois ayant suivi les meurtres, Cook avait été en possession à la fois d'un fusil et d'un pistolet, un enchaînement troublant de coïncidences. Plus l'enquête avançait, plus les éléments à charge s'accumulaient. Peu après les meurtres, Cook avait également revendu son véhicule, une Honda CRX. Ce même modèle avait été signalé à proximité de la scène de crime. Upton décida de se rendre sur son lieu de travail. Andrew n'était pas présent ce jour-là, mais un collègue accepta de parler avec l'agent. Selon les documents judiciaires, ce collègue confia qu'ils avaient récemment discuté des pires choses qu'ils aient faites. À cette occasion, Cook aurait déclaré avoir tiré sur quelqu'un avec un fusil. Son collègue, pensant à une plaisanterie, lui avait demandé pourquoi. Cook aurait répondu qu'il voulait voir s'il en était capable, et s'il pouvait s'en tirer sans conséquence. Le même collègue indiqua également qu'Andrew consommait beaucoup de tabac. Un autre ami rapporta que Cook lui avait confié à la fin novembre 1996 devoir quitter la ville car ça devenait trop chaud. Ces éléments s'ajoutaient aux nombreux signaux d'alerte, et Upton décida d'intensifier ses recherches. Il constata que Cook n'habitait plus à son ancienne adresse depuis plusieurs années. Le 4 décembre 1996, Upton contacta John Cook, le père d'Andrew, et organisa une rencontre. John, vétéran du FBI avec 29 ans de service, écouta attentivement. Upton lui expliqua qu'il enquêtait sur l'affaire du double meurtre survenu à la plage de Juliette. Bien qu'il n'ait jamais été impliqué dans l'enquête, John connaissait l'affaire par les médias. Il déclara ne pas croire que son fils puisse être impliqué, mais promit de le contacter pour lui parler. Il parvint ensuite à joindre Andrew et l'informa que le détective chargé de l'affaire cherchait à le rencontrer. Il lui demanda s'il savait pourquoi.
La réponse de son fils bouleversa toute la dynamique de l'affaire. Andrew répondit, « Papa, je ne peux pas te le dire. Tu fais partie d'eux. Tu es policier. » À la question suivante, John pria intérieurement pour entendre un « Non, est-ce que c'était toi qui as tiré ?» Après un silence pesant, Andrew répondit « Oui. » Il expliqua que la nuit du crime, alors que le couple était à la plage de Juliette, il s'était disputé avec Grant, qui, selon lui, l'avait menacé avec une arme. Pris de colère, il avait alors utilisé son propre fusil. John l'exhorta à se rendre, mais Andrew déclara vouloir disparaître. Profondément choqué mais demeurant professionnel, John Cook se rendit le lendemain au bureau du gouverneur de Monroe pour leur faire part des aveux de son fils. Ce que personne ne savait encore, c'est qu'au même moment, Andrew avait été arrêté dans une ville voisine pour avoir tiré sur des oiseaux et des dindes, en violation des lois sur la chasse. Il avait utilisé un faux nom, mais son identité avait rapidement été découverte. Dès que Upton apprit son arrestation, il se rendit immédiatement dans la ville de Jones pour l'interroger. Upton ignorait qu'Andrew s'était déjà confessé à son père la veille. En arrivant, il se présenta et demanda à parler à Andrew Cook. Celui-ci réagit en disant, « Il y a 2 ans et vous n'avez toujours rien. J'avais une Honda, j'avais un fusil, j'avais un ruger. Et maintenant vous essayez de me mettre en colère. » Il ajouta que si son père était contacté et qu'un avocat était présent, il dirait toute la vérité. Andrew fut alors transféré à Monroe. L'agent Upton permit à John Cook de s'entretenir seul à seul avec son fils. Lorsqu'ils se retrouvèrent, ils s'embrassèrent en larmes. John lui confia qu'il avait du mal à croire qu'il avait dit la vérité. Andrew expliqua qu'il n'était pas en train de pêcher cette nuit-là. Quand il était arrivé à la plage, le véhicule du couple était déjà présent. Grant et Michel ne l'avaient même pas remarqué lorsqu'il était monté dans leur voiture, armé de son fusil, pour ouvrir le feu. Il aurait ensuite tiré plusieurs coups avec son pistolet, empêché Michel de s'échapper du véhicule, puis frappé intentionnellement son corps afin de brouiller les pistes et retarder l'intervention de la police. Andrew Cook fut officiellement inculpé pour les meurtres de Grant Hendrickson et Michel Cartagena. Sa confession fut appuyée par des preuves irréfutables. Les autorités identifièrent les anciens propriétaires du fusil et du pistolet utilisés lors du crime. Les tests balistiques confirmèrent que les 2 victimes avaient été abattues avec ces armes. Un échantillon d'ADN, prélevé sur le corps de l'une des victimes, correspondait également à celui de Cook. Le procès débuta en 1998. John Cook fut chargé de prendre la parole durant l'audience. Il présenta ses excuses aux familles des victimes, tout en reconnaissant que ces mots ne suffiraient jamais à apaiser leur douleur. Il déclara avoir consacré sa vie entière à protéger les autres sans jamais soupçonner le mal qui avait habité son propre fils. Le 19 mars 1998, Andrew Cook fut reconnu coupable et condamné à mort. Après avoir épuisé tous ses recours, la date de son exécution fut fixée au 22 février 2013. 3 jours avant l'exécution, le 19 février 2013, le Conseil des grâces et des libérations conditionnelles examina un appel à la clémence, déposé par ses avocats. Ceux-ci plaidèrent un trouble mental nécessitant un traitement. Après délibération, le Conseil rejeta la demande. Le jour prévu, la famille d'Andrew lui rendit visite une dernière fois à la prison. Il choisit comme dernier repas un steak, des pommes de terre, du poisson, du pain et un soda. À 11h08, l'injection létale fut administrée. 14 minutes plus tard, Andrew Cook fut déclaré mort à l'âge de 38 ans. Avant de mourir, il prononça ces derniers mots, « Je suis désolé. Je ne vais pas vous demander de me pardonner. Je ne peux même pas me le pardonner moi-même. » Il remercia sa famille pour leur soutien et conclut en disant, « Je suis désolé d'avoir tant pris de vous. » Après l'exécution, Mary Hendrickson, la mère de Grant, déclara avoir attendu justice pendant 18 ans. Elle affirma, « Je crois que c'était l'œuvre du diable. Quand tout cela est arrivé, je me suis dit que le diable ne gagnerait pas. Il ne gagnerait pas mon cœur. Il ne gagnerait pas. » Le 21 juin 2023, les médias annoncèrent la mort de John Cook à l'âge de 81 ans. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et surtout, laissez un commentaire pour partager vos pensées ou poser vos questions, je serai ravi de vous répondre. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et à la prochaine.